Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale hebdomadaire de Point de vue consacrée aux questions d'actualité nationale et internationale. Un programme où nous partageons des analyses et des points de vue sur les grands enjeux et grandes questions d'actualité sur notre pays et en Afrique. Aujourd'hui, nous abordons aux deux questions importantes qui sont le grand barrage de la Renaissance, la rhétorique de l'Égypte, suivie par l'accès à la mer de l'Éthiopie et la quête de l'Éthiopie qui est juste et qui est acceptable au niveau international. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'inviter ma collègue Aïda Karamo ici au studio. Et bonjour Aïda. Bonjour Moubarek, bonjour à nos téléspectateurs. J'ai le plaisir d'être ici avec mon collègue Moubarek. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux thèmes. On a deux thèmes d'une grande actualité qui touchent à la fois la dignité, la sécurité et la vision de l'avenir de l'Éthiopie. Donc mon collègue Moubarek Moussa va vous dire les titres qu'on a pour commencer la première partie, qui est le Nil, le GERD et la rhétorique égyptienne. Moubarek, à toi. Ah oui. Donc, chers téléspectateurs, on vous rappelle que le grand barrage de la Renaissance a été inauguré récemment par le Premier ministre Abiy Ahmed et des hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral et régional aussi. Et récemment, comme vous le savez, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a publié une déclaration concernant la rhétorique de l'Égypte sur le grand barrage de la Renaissance et la déclaration qui a été faite par le président de l'Égypte concernant l'utilisation des eaux du Nil, où il a critiqué et où il a dit que l'Éthiopie n'utilise pas les eaux du Nil de manière juste et équitable. Donc, pour répondre à cela, le ministère de l'Eau et de l'Énergie a publié une déclaration qui a réfuté cet allègement et cette question. Oui. Il s'est demandé en disant pourquoi cette position, elle réaffirme autant qu'insistance d'aujourd'hui. Donc c'est la question, premièrement, qu'on se demande. Donc on a une réponse pour cela, Moubarek. Donc c'est une réponse de la montée des discours hostiles venus du Caire, n'est-ce pas? Donc c'est la ville capitale égyptienne de Caire. Donc, comme nous le savons tous, et même nos téléspectateurs, ils le savent récemment, l'Égypte continue de présenter le GERD, comme le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, comme une menace, alors qu'en réalité, il s'agit d'un projet de développement qui est vraiment régional. Même maintenant, comme nous le savons, le ministère il a donné des raisons en dénonçant que cette mentalité est héritée de l'époque coloniale, comme les pays africains, pas seulement l'Éthiopie, les pays africains à travers le continent n'avaient pas le droit de gérer leurs propres ressources. C'est ça, je pense, la première chose qu'on doit souligner, n'est-ce pas? Oui, mais c'est un paradoxe, vous savez, parce que l'Éthiopie contribue 85% des eaux du Nil. C'est pas facile. Imagine. Donc, mais il pense que l'Éthiopie ne peut pas utiliser ces eaux du Nil alors qu'elle contribue 85% des eaux du Nil. Exactement. Donc, la seule preuve, c'est que dans l'histoire, l'Égypte a utilisé totalement et exclusivement les eaux du Nil. Donc, ils pensent qu'ils vont continuer comme ça, de manière inéquitable et de manière injuste. Et donc, comme l'Éthiopie a construit le barrage de la Renaissance et comme l'Éthiopie a commencé à utiliser, notamment après l'arrivée du pouvoir du Premier ministre Abiy Ahmed, elle a commencé d'utiliser ces eaux du Nil. Ils vont commencer à faire entendre leur voix comme ça, de manière injuste, qui n'est pas acceptable même à la communauté internationale. Parce que comme il y a des lois internationales qui disent que tous les pays riverains ont le droit d'utiliser de manière équitable et juste. Exactement. Donc c'est une ressource partagée entre les pays. Comme vous le savez, l'Éthiopie n'a pas dit que le pays peut utiliser exclusivement les eaux du Nil, mais à plusieurs fois et dans plusieurs situations et dans plusieurs conférences internationales et dans beaucoup de circonstances, le Premier ministre Abiy Ahmed et les autres hauts fonctionnaires du gouvernement ont
noter que l'Éthiopie n'a pas dit que je peux utiliser exclusivement les eaux du Nil, mais elle a dit que je dois utiliser, et les autres aussi ont le droit d'utiliser ces eaux du Nil. Mais l'Éthiopie, comme elle contribue 85% des eaux du Nil, elle a le droit d'utiliser sans aucune pression internationale. Donc, un autre point pour nos téléspectateurs, donc, tu nous as aussi dit tout à l'heure, l'Égypte veut préserver une perception selon laquelle le Nil appartiendra presque exclusivement pour les continents africains. Donc, pourtant, tu nous as bien mentionné, on sait que 85% eau du fleuve proviennent d'Éthiopie, donc c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, il faut aussi parler de droit historique fondé par des traités coloniaux, c'est refuser la justice hydrique et l'équité moderne. Donc, un point que j'ai à annoncer pour nos téléspectateurs, donc j'ai vu que la quête de l'Éthiopie pour un accès à la mer, ça constitue une priorité nationale qui gagne en soutien et en reconnaissance sur la scène internationale. Donc, tu vois, maintenant, ce n'est pas seulement sur le continent africain, c'est à travers le monde. C'est diffusé, c'est en train de s'élargir et ils sont en train d'avoir des informations qui sont largement diffusées. Donc, c'est ça. Donc, la question qu'on se pose à l'accès à la mer, débattue depuis des décennies, ce n'est pas seulement maintenant. Même avant 2 ans aussi, il y avait... Quand notre Premier ministre était au pouvoir, il y avait aussi... Pour la première fois, il a annoncé la quête de l'Éthiopie à l'accès à la mer. Et les gens étaient à ce moment-là étonnés, et beaucoup d'individus et beaucoup d'organisations aussi. Mais maintenant, ils vont de plus en plus, de plus en plus convaincus que l'Éthiopie peut et que l'Éthiopie a le droit aussi d'avoir accès à la mer, et que la question de l'accès à la mer est très juste. Exactement. Ça devient plus acceptable qu'avant. Mais au début, il y avait des oppositions et des critiques et des suspicions concernant l'importance de l'accès à la mer. Exactement. Mais comme vous le rappelez, le Premier ministre, lors de l'inauguration du livre de l'État de Madamal, il a dit qu'un pays de plus de 120 millions d'habitants ne peut pas être resté enclavé. C'est-à-dire sans accès à la mer. Parce qu'un individu qui est en bonne santé ne pense pas que des habitants de 120 millions ou plus d'habitants ne peuvent pas rester comme ça et ne peuvent pas rester pour toujours sans accès à la mer. Sans accès à la mer. Donc, on peut dire aussi, à cet égard, l'Éthiopie s'engage de même avec des dialogues avec ses pays voisins. On sait qu'on a les pays qui sont aux côtes à la Corne de l'Afrique, comme l'Égypte, le Soudan, la Somalie et tout. On doit travailler ensemble avec notre pays voisin autour d'un thème qui est centré sur la coopération et les avantages mutuels qu'on a les uns après les autres, en partenariat, tu vois. Donc, en mettant en particulièrement l'accent de cet accès à la mer, tu vois. C'est l'idée et aussi la route commerciale qu'elle en a avec les stratégies de la mer Rouge. Donc, en mettant en lien. Donc, tu nous as aussi mentionné, maintenant, Moubarak, le GAD, ce n'est pas seulement un barrage. C'est au-delà. C'est au-delà. Nous sommes fiers, tous les Éthiopiens. C'est un symbole d'unité et de fraternité et aussi d'une plateforme de coopération entre les pays africains et au-delà aussi. Et comme vous le savez, le Premier ministre à plusieurs reprises a mentionné que l'Éthiopie peut réaliser son rêve d'avoir l'accès à la mer et d'autres rêves aussi, de manière pacifique. Il a affirmé ça. Il a affirmé plusieurs fois. Le Premier ministre et le Président aussi dans la session ordinaire de l'ouverture de la Chambre des représentants et de la Chambre de la Fédération. Il a affirmé que l'Éthiopie peut réaliser ça seulement avec une question pacifique et de manière pacifique. Exactement, Moubarak. Donc, l'accès à la mer, une question qu'on se pose, constitue donc une priorité publique majeure, pas seulement quelque chose de facile, pour le peuple éthiopien, à travers le continent africain aussi, qui attend depuis longtemps des avancées sur le front. Donc, la question tout à l'heure, Moubarak, on s'est demandé, premièrement, pourquoi cette position est-elle réaffirmée autant d'insistance pour notre peuple?
en général. Donc, ce que je veux dire généralement. Donc, on peut dire que l'Éthiopie, chers téléspectateurs, privilège un accès à la mer obtenu par la voie pacifique. Donc, un autre point que j'ai trouvé, conformément à ces principes de diplomatie aux besoins croissants de sa population, en outre, qui est en général en recherchant des solutions mutuelles qui a des avantages respectuellement en lien avec les partenariats avec notre pays voisin et aussi l'Égypte aussi. Donc, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Donc, on était en train de parler tout à l'heure sur le GAD. Maintenant, c'est plus qu'un barrage, c'est une émancipation africaine, c'est une fierté. Donc, on a bien inauguré la fois passée, on le sait aussi. Donc, un autre point, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, il électrifiera le pays et soutiendra l'industrialisation, tu nous as aussi mentionné, et améliorera la vie des millions des Éthiopiens. Un autre point aussi. Il y en a beaucoup de populations qui n'ont pas accès à l'électricité, notamment dans les zones rurales. Donc, ça va être réseau comme ça. Ça va contribuer à la résolution de ces problèmes de l'accès à l'électricité, c'est-à-dire. Et comme on a vu, on peut dire à travers ces discussions et à travers ces relations diplomatiques, bilatérales et multilatérales aussi, l'Éthiopie a surmonté avec sagesse les défis imposés et les pressions imposées par les pays étrangers et aussi par les organisations internationales. Parce que c'est une victoire de la diplomatie éthiopienne. Exactement. Donc au niveau international, l'Éthiopie, à travers les hauts fonctionnaires et les représentants à l'ONU et d'autres arènes internationales aussi, elle a affirmé que sa position est d'avoir accès à la mer de manière pacifique, comme on a dit. Et donc, ça va être de plus en plus convaincante. Et maintenant, on peut dire que l'Éthiopie a réalisé une victoire de la diplomatie. Vous savez, au niveau international. Donc, ce n'est pas un projet seulement. Le Grand Barrage est un projet d'électricité, mais aussi, c'est une plateforme où on a vaincu la diplomatie au niveau international aussi. C'est important. Oui, je veux dire que l'Éthiopie, maintenant, c'est un moteur clé pour les pays de la Corne de l'Afrique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut le mentionner comme ça. Donc, je veux dire, Moubarak, un autre point pour nos téléspectateurs, donc le thème de l'accès à la mer. Donc, c'est pas seulement, il fait référence à la volonté de l'Éthiopie de retrouver une ouverture maritime. Donc, depuis 2 ans, j'ai vu aussi que cette question qu'on se pose premièrement, c'est devenu une priorité nationale. C'est de discuter à la fois à l'intérieur du pays, ou c'est-à-dire au niveau politique et à la fois aussi public sur la scène internationale. On l'a bien mentionné. Donc, les tensions qu'on a avec la Somalie, qui aurait, notre pays voisin, qui aurait pu dégénérer, je peux dire, à propos de cette question, ont été résolues pacifiquement grâce à la diplomatie. Donc, tu nous as mentionné, on a des diplomaties mutuelles, de coopération, de partenariat avec notre pays voisin. Donc, une relation gagnante-gagnante. Gagnante, voilà, je veux dire. Donc, on a plusieurs fois dit que l'Éthiopie peut réaliser son rêve de l'accès à la mer de manière pacifique. Comme on sait que la population de l'Éthiopie croît rapidement et dépassera 150 millions d'habitants d'ici 25 ans. Vous imaginez? 25 ans. Donc, c'est inacceptable de priver l'Éthiopie de l'accès à la mer. Parce que c'est naturel de lui permettre d'avoir l'accès à la mer. Voilà. Donc, tu nous as dit, moi je peux dire, quand c'est une question de survie économique. Oui. C'est ça. Donc, on peut dire que notre population croît rapidement, va croître. Ça va dépasser, je pense, à 150 millions d'ici 25 ans, 20 ou 25 ans. Donc, sans port, les coûts de commerce vont exploser. Donc, l'Éthiopie a besoin d'un accès maritime, c'est ça. C'est ça qu'on se demande. Non seulement pour dominer, mais pour respirer aussi, pour avoir des produits, beaucoup de choses, des produits alimentaires, des énergies renouvelables. Pour avoir un bon échange, avec les pays voisins. Voilà, les pays voisins. Donc, je pense que l'autre point, Moubarak, qu'on a, c'est sur l'eau
la mer et la souveraineté. Donc, on peut parler à ça pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que tu as à dire? Oui. La souveraineté de l'Éthiopie et d'autres pays aussi est endommagée, comme elle n'a pas l'accès à la mer. Oui. Parce que les pays étrangers ont beaucoup de bases militaires, par exemple, aux pays voisins, qu'on ne peut pas mentionner. Oui. Mais l'Éthiopie est près de la mer, mais elle n'utilise pas. Oui, on n'est pas accessible. Donc, ce n'est pas naturel. C'est ça ce qu'on a plusieurs fois mentionné. Oui. En tant que haut fonctionnaire ou en tant que citoyen, c'est la même chose de demander cette question. Oui, moi j'ai découvert qu'il y a certains experts, ils le mentionnent chaque fois, même je le vois aussi dans les actualités, ils comparent le dossier du Nil avec celui avec des autres mers. C'est pas quelque chose que tu peux mentionner, le Nil. Même en Amérique, en disant Abbaye, on peut savoir qu'on a des liens historiques avec les autres pays. Donc, on a beaucoup de ressources. Quand on dit le Nil et quand on dit Abbaye, il y a une différence. Parce que quand on dit Abbaye, c'est éthiopien. Voilà. On peut mentionner, on peut noter l'origine de l'eau. De l'eau, voilà. Oui. Donc, Moubarek, as-tu pas quelque chose à partager à propos de la souveraineté des lectures? Oui, donc la question importante ici, c'est que la question de l'accès à la mer de l'Éthiopie, la quête de l'Éthiopie à l'accès à la mer est devenue, comme on a dit, de plus en plus acceptable. Et comme vous rappelez, le président, lors de la session ordinaire des deux chambres, il a dit que dans son discours, la cause de l'accès maritime fiable et durable bénéficie désormais d'une reconnaissance internationale. Donc ça va être reconnu, de plus en plus reconnu au niveau international, et la communauté internationale est reconnaissante de la quête de l'Éthiopie et l'accepte de manière, par exemple, on peut rappeler que la France et d'autres pays européens et d'autres pays aussi ont reconnu que cette question est juste et acceptable. Oui, ils l'ont bien accepté. Donc, c'est une aspiration historique qui pourrait transformer significativement le paysage économique du pays et renforcer la coopération régionale éthiopienne. Donc, l'autre point qu'on a pour aujourd'hui, pour notre téléspectateur, Moubarek, c'est les tensions qu'on a avec la Somalie. N'est-ce pas, l'autre point? Oui. On peut ajouter. Donc, qu'on avait eu. Auparavant. Oui, 2 ans avant aussi, il y avait depuis 2 ans, c'était une question qu'on se posait. Donc, cette question est devenue, chers téléspectateurs, une priorité nationale de paix, discutée à la fois à l'intérieur maritime du pays et sur la scène internationale. Donc, et le pays aussi utilise et suit, l'Éthiopie suit une politique étrangère gagnant-gagnante. Et qui est des bénéfices mutuels et pour avoir une bonne relation avec les pays voisins, notamment, et faire de l'intégration économique aussi, et de faire des échanges commerciaux et d'autres échanges aussi culturels comme ça. Donc l'Éthiopie est toujours dans la diplomatie gagnante-gagnante et dans l'intégration régionale et dans les bénéfices mutuels de la région. Donc j'ai quelques points pour vous mentionner, chers téléspectateurs. Donc notre relation avec la Somalie. Donc premièrement, c'est l'accès à la mer et base navale qu'on a. J'ai trouvé quelques points. Donc l'Éthiopie souhaitait un accès à la mer et prévoyait de construire une base navale avec la Somaliland aussi. Premier point. Deuxième point pour vous, chers téléspectateurs, c'est l'accès commercial. Tout à l'heure, mon collègue Moubarek l'a mentionné. Donc, la déclaration d'Ankara, facilitée par la Turquie, a été un compromis, point fort pour la Somalie. Donc, elle accorde à l'Éthiopie un accès non seulement national et commercial à un littoral somalien sous le contrôle direct de l'Éthiopie sur son territoire propre. Un autre point, c'est la résolution pacifique. Donc cet accord a été perçu comme une résolution pacifique, évitant un conflit majeur dans une région qui est déjà instable. Donc les réactions positives qu'on a avec la Somalie, donc on sait aussi que l'Union africaine
et l'autorité intergouvernementale, autrement appelée IGAD. Voilà. Celui-là ont toutes de saluer l'accord et l'engagement des deux pays en tant que relation envers une résolution pacifique. Donc, on a je vais leur mentionner les liens historiques qu'on a et commerciaux entre la Somalie et l'Éthiopie. On peut parler et d'autres pays voisins aussi. Voilà, on a le Soudan aussi, le Kenya aussi, donc j'ai des points à leur annoncer. Donc, vas-y Moubarak. Mais quand on revenons à la question de l'Égypte, concernant le grand barrage de la Renaissance, où elle a dit que la construction irresponsable, comme ça, irresponsable de l'Éthiopie n'est pas acceptable. C'est comme ça que la déclaration. Donc, quelle est l'implication de cette déclaration Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Oui. Donc, tu me parles à propos de la diplomatie, n'est-ce pas? Oui. De la diplomatie. Donc, on peut dire que notre pays, l'Éthiopie, elle ne revendique pas le privilège, mais c'est l'égalité, l'équité. Elle permet l'utilisation juste des eaux du Nil. Des eaux du Nil. Elle ne cherche pas, comment dire, à s'imposer, je peux dire. La suprématie et d'utilisation de... Voilà. Elle veut avoir une participation pleinement à la prospérité régionale. Mutuelle. Mutuelle, voilà. Oui. C'est ça l'idée générale. Donc, pour ajouter quelque chose, je pense que... La rhétorique de l'Égypte, quand on voit, donc c'est basé sur l'histoire coloniale qui n'a pas permis à l'Éthiopie d'utiliser, non seulement à l'Éthiopie, mais aussi aux autres pays riverains aussi, d'utiliser des eaux du Nil. Oui, donc ils veulent utiliser ça et ils veulent continuer comme ça, comme une loi internationale et comme une loi acceptable au niveau international. Pour refuter et pour répondre à ces déclarations et à ces questions de l'Égypte, qu'est-ce qu'on doit avoir en tant que citoyen, en tant que haut fonctionnaire du gouvernement et en tant qu'Éthiopien en général? Donc je pense qu'il faut qu'on fait une campagne, de médias pour dire que l'utilisation de l'Éthiopie des eaux du Nil et la construction du barrage par l'Éthiopie, c'est un droit absolu. Aucun pays ne peut forcer l'Éthiopie, on ne peut arrêter l'Éthiopie de construire même d'autres projets aussi. Voilà. D'autres que le grand barrage, Pour poursuivre. Dans les projets futurs. Oui. Donc, pour dire l'Égypte, donc la rhétorique égyptienne, accès à la mer, je peux dire qu'en ce moment, l'Égypte a intensifié sa rhétorique hostile contre l'Éthiopie au sujet du Nil et aussi du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Donc, on peut dire la dernière manifestation de cette approche belliqueuse a eu lieu dans un rassemblement régulier utilisé pour faire avancer les ambitions illégales et aussi hégémoniques de l'Égypte et aussi au bassin du Nil. Mais encore une fois, suivant la déclaration complète du ministère de l'eau et de l'énergie éthiopienne sur la rhétorique égyptienne. L'Égypte a intensifié sa rhétorique hostile à l'Éthiopie au sujet du Nil et du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La dernière manifestation de cette attitude belliqueuse s'est produite lors d'un rassemblement régulièrement utilisé pour promouvoir les ambitions hégémoniques et illégales de l'Égypte sur le bassin du Nil. Dans un discours de haut niveau prononcé lors de cet événement, des responsables égyptiens ont affirmé que l'Égypte avait fait preuve de solidarité africaine, se tendant une main secourable à ses frères du continent, en particulier aux pays du bassin du Nil, en mettant en œuvre des projets de développement comprenant le forage de puits d'eau souterraine alimentés à l'énergie solaire et à la mise en place d'installations de récupération des eaux de pluie. L'interprétation basée de la solidarité africaine par l'Égypte transparaît clairement dans ces déclarations. Dans cette vision limitée de la solidarité, les pays du bassin du Nil sont présentés comme des bénéficiaires d'une aide égyptienne symbolique, se consentant d'initiatives modestes comme un puits par-ci et un panneau solaire par-là. Cette notion de solidarité dépassée et insuffisante ne correspond plus aux réalités et aux aspirations du continent africain.
Une véritable solidarité exige la reconnaissance du droit de toutes les nations et de tous les peuples au développement. Ceci, à son tour, exige la reconnaissance du droit légitime de tous les pays riverains à utiliser le Nil de manière juste et équitable comme une ressource partagée. La mentalité coloniale de l'Égypte a conduit à la poursuite d'une politique inefficace et mal avisée visant à affaiblir l'Éthiopie au lieu de favoriser la collaboration. L'Éthiopie, source de 85% des eaux du Nil et source du puissant fleuve Abaï, est sur la voie de la prospérité. L'Éthiopie ne se laissera pas intimider ni contraindre à renoncer à son droit d'utiliser le Nil pour répondre à ses besoins en eau. L'essor de l'Éthiopie est une réalité irréversible, malgré toutes les machinations, les manœuvres par procuration et les tentatives mal avisées de ses adversaires. Depuis des décennies, l'Éthiopie et les autres pays riverains du Nil collaborent avec l'Égypte pour rechercher une coopération transfrontalière ancrée dans le droit international. L'Égypte n'a jamais négocié de bonne foi, que ce soit lors des négociations trilatérale sur la première mise en eau du barrage et l'exploitation annuelle du Gerd, ou lors des négociations sur l'accord cadre de coopération du bassin du Nil, seul traité couvrant l'ensemble du bassin. Ignorant les besoins et les droits des autres États riverains, l'Égypte poursuit ses efforts pour imposer sa revendication d'un droit historique issu de ses agissements égoïstes de l'époque coloniale. Elle tente également de renforcer cette revendication pour de nombreuses pratiques illégales, irresponsables et gaspilleuses d'eau, notamment le détournement d'eau hors du bassin sans aucune consultation ni notification des autres États riverains. Contrairement à d'autres questions régionales où l'Égypte est à la fois médiatrice, belligérante et coupable, le dossier du Nil ne peut être résolu que par un engagement direct avec des parties concernées. La sécurité hydrique ne peut se résumer qu'à une utilisation équitable et raisonnable du Nil par tous les États riverains. Le Gerd est l'un des nombreux projets menés dans les pays riverains du Nil supérieur, le sort de l'Égypte étant étroitement lié à celui des autres pays africains riverains du Nil. La seule option rationnelle pour l'Égypte est de traiter ces derniers sur un pied d'égalité en toute bonne foi, en évitant les menaces, les insultes et les actes de subversion qui caractérisent désormais son approche envers les pays riverains du Nil supérieur. Le passage incontrôlé de l'Égypte, passant d'allégations mensongères de sécheresse et à un autre extrême, celui des inondations, ne fait que démontrer son extrême, son refus et son incapacité à trouver une solution fondée sur l'intérêt commun. Fidèle à son caractère, l'Égypte entraîne également le Soudan dans sa crise auto-instaurée. En réalité, l'Éthiopie et le Soudan maintiennent une coordination efficace sur le Gerd et continueront de mettre leurs liens fraternels au service du développement commun de leur peuple. Fort d'une longue expérience dans la construction et l'exploitation de barrages hydroélectriques, l'Égypte applique les normes professionnelles les plus strictes dans la gestion de ces barrages, y compris le Gerd. L'initiative de reboisement de l'Éthiopie, initiative Héritage Vert, et ses effets bénéfiques sur le Gerd sont les leçons dont l'Égypte devrait s'inspirer. L'Éthiopie continue de privilégier la voie diplomatique et d'entretenir des relations amicales avec l'Égypte et n'a jamais engagé de conflit diplomatique ni émis de déclarations belliqueuses injustifiées. D'autres sujets, c'est la diplomatie éthiopienne avec les pays voisins et avec tous les pays étrangers. Oui. Ça devient de plus en plus acceptable et de plus en plus, coopérante avec les pays. Oui. Donc c'est après l'arrivée du pouvoir du Premier ministre notamment, la politique du pays a changé vraiment. On n'avait pas une bonne relation avec les pays voisins. Vous vous rappelez? Oui, oui. Mais maintenant, on a une bonne relation et ils viennent ici comme leur deuxième pays. Voilà. Donc, amitié. C'est un échange, il y a beaucoup d'échanges et un échange rapide entre les pays, entre l'Éthiopie et les autres pays voisins. Donc, une dernière chose qu'on peut mentionner, même on a des choses à propos de ce sujet. Donc, on peut dire que la politique qu'on a diplomatique à l'Éthiopie
à l'égard des pays voisins est fondée à la collaboration et le développement mutuel qu'on a entre eux. Comme Moubarak aussi nous a mentionné, les liens qui sont étroits, je peux dire, entretient l'Éthiopie avec ses voisins en mentionnant leur histoire commune. Avant, on n'était pas en paix, maintenant, on a créé une histoire amicale, une réconciliation. Une réconciliation. Et leurs liens, même culturels, et leurs relations diplomatiques de longue date en partenariat, je peux dire ça. Donc, le peuple et le gouvernement éthiopien, chers téléspectateurs, ne sont pas seulement des parties impliquées dans les conflits, et aussi nous sommes en lien et en partenariat avec notre pays voisin, les camps de l'Afrique. Même maintenant, nous sommes en train de se connaître internationalement. Donc, on dit des choses positives. Donc, comme vous l'avez dit, l'Éthiopie ne revendique pas le privilège, mais l'équité et l'utilisation juste et équitable des eaux du Nil parmi les pays riverains. Donc, elle ne cherche pas à imposer, mais à participer pleinement à la prospérité régionale et à la prospérité mutuelle et bénéfique. C'est une diplomatie de la coopération, pas de la confrontation, mais donc c'est une leçon pour l'Afrique. Chaque pays a le droit de se développer librement, en paix et avec dignité. Donc c'est la position ferme de l'Éthiopie depuis toujours. Ce que je veux demander ici, c'est que comment ça fait-il? Ou bien, que devraient comprendre nos voisins de cette double affirmation par l'Égypte, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau, du Nil et du droit à la mer aussi? Oui. Donc, tu nous as dit tout à l'heure, c'est une diplomatie qu'on a, une diplomatie de coopération, mais pas de la confrontation. Donc, c'est aussi une leçon pour l'Afrique, le continent africain. Chaque pays, non seulement l'Éthiopie, a le droit de se développer librement, en paix et en dignité. Ce n'est pas seulement les conflits qu'on veut. Donc, on a bien mentionné tout à l'heure, on a bien parlé à propos de l'accès à la mer, la rhétorique égyptienne aussi. Donc, au lieu de se confronter, il faut se coopérer pour avoir une prospérité régionale et même aussi continentale. Donc, l'eau et la mer qui sont deux symboles de vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut le mentionner comme ça. Deux défis pour une Éthiopie et une pleine renaissance. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter? Donc, moi, je dis qu'un dernier message, il faut travailler ensemble, en coopération avec notre pays voisin, en travaillant ensemble de manière, comme je te dis, en partenariat pour créer une Éthiopie commune pour tous les pays, donc à travers le monde aussi, pas seulement le continent africain, en équité, en collaboration. Donc c'est ça. Encore une fois, on n'a pas mentionné que la politique de l'Éthiopie et l'utilisation des eaux du Nil et d'autres ressources aussi, de manière équitable et juste parmi les pays riverains et par les pays voisins aussi. Et au lieu de se confronter, il faut se coopérer. C'est le motto du gouvernement de l'Éthiopie. Donc la question de l'accès à la mer est naturelle et acceptable et ça devient de plus en plus un agenda international et un agenda acceptable par la communauté internationale. Et la rhétorique de l'Égypte n'est pas acceptable, même politiquement et naturellement. Parce que l'Éthiopie a de plus de 150 millions d'habitants et il a besoin de plus des barrages aussi. À part du grand barrage de la Renaissance, l'Éthiopie a besoin de construire d'autres barrages supplémentaires. Des produits pour avoir beaucoup d'énergie. Et des produits hydroélectriques, des ressources naturelles. Parce qu'il y en a beaucoup de demande d'énergie, comme les habitants augmentent de manière rapide. Le motto, chers téléspectateurs, Moubarak vous l'a bien expliqué, il faut se coopérer, donc, n'est-ce pas? Tu veux dire en général. C'est ça. Donc, je veux dire une conclusion. Donc, la souveraineté hydrique et l'accès à la mer sont les piliers, donc je peux dire les secteurs clés du développement durable éthiopien. Donc, c'est ça. Quand on conclut, résume, on peut dire que l'eau et la mer, deux symboles de vie, deux défis pour une Éthiopie en pleine renaissance. Parce que les défis sont sur ça.
Mais il faut surmonter les défis qu'on fait face en tant que pays. Exactement. Et en tant que pays, on peut prospérer en surmontant ces défis-là. Oui. Si on surmonte ces défis-là, on peut facilement prospérer en tant que pays, en tant que nation. Donc la souveraineté hydraulique et l'accès maritime sont les piliers du développement durable, comme vous l'avez dit. Oui. Et merci à vous, Aïda, pour cette contribution riche et analyse bien structurée. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme spécial de Point de vue hebdomadaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition consacrée à d'autres programmes d'actualité aussi. Bonne journée et bonne continuation, bonne suite de programmes et bonne journée.